Bonjour Lucienne Perry. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, spécialiste de l'art brut. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de ce livre, sobrement intitulé L'art brut. C'est la 4e édition chez Flammarion. Vous connaissez bien le travail de Marc Moret et de Michel Nedjar, qu'on vient de découvrir. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait de les voir parler de leurs œuvres? Je suis déjà, premièrement, profondément émue et puis aussi interpellée intellectuellement. Enfin, je suis vraiment intéressée par ce qu'ils disent. Je trouve que quand on apprend ce que représentent leurs œuvres, eh bien, notre émotion grandit. Pour moi, je suis persuadée que plus on sait de choses, plus on écoute les créateurs et plus on ressent, plus on peut comprendre, même percevoir leurs œuvres. Donc en fait, ce qu'il y a dans l'âme, dans le cœur, le cœur et eh bien, dans notre cerveau, tout s'entremêle, tout s'enchevêtre, j'en suis persuadée. Je suis étonnée de voir combien ils ont énormément de choses à dire à propos de leurs œuvres, de leur démarche, de ce que représentent leurs œuvres, combien elles les constituent, combien elles les ont sauvées. L'un et l'autre ont dit ces mots-là. Ces œuvres sont salvatrices. Elles les ont sauvées du désarroi et de la grande souffrance. Oui, c'est tout autre chose de voir des œuvres dans un musée, de s'en faire une idée, d'avoir des émotions esthétiques ou pas, et puis d'entendre les artistes en parler. Là, c'est impressionnant, Ça effectivement. change tout, oui. J'accueille aussi François Sermet. Bonjour. 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 Vous êtes psychiatre, professeur honoraire des universités de Genève et de Lausanne. Vous avez été chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au HUG. Vous, qu'est-ce qui vous frappe dans les témoignages de ces deux hommes? Je dirais aussi que c'est cette émotion très grande qu'on a en voyant ce film qui est magnifique et que ces deux personnages, différemment, nous présentent leurs solutions. C'est-à-dire que vous dites « je suis psychiatre, psychanalyste », je ne vais pas les regarder du côté de la psychopathologie, du côté de la psychiatrie. Je vois des humains qui, par rapport à l'origine et par rapport au temps et par rapport à la mort, ont trouvé des solutions. Chacun en a trouvé. Mais il y a une proximité entre ces deux. Enfin, le premier, il a une volonté il refuse le temps, comme il dit. Il a une volonté d'échapper au temps à travers ses collages. Le second, c'est à la mort qu'il veut aussi échapper. Les deux veulent échapper à la mort. Oui, la mort est un fil conducteur entre les deux, véritablement. Mais en même temps, ce que je dirais, c'est ce qui me parle d'abord, c'est de voir des humains qui trouvent des solutions, qui les découvrent, qui les inventent. Et puis on a l'impression que ce qu'ils inventent, c'est une découverte, qui nous enseigne beaucoup de choses. L'art comme solution, c'est l'art aussi comme un exutoire. On a l'impression qu'il jette beaucoup de choses dans leur art. Oui, très souvent, on peut parler de créateurs qui souffrent, effectivement. Ces deux personnes souffrent, mais enfin, nous tous, je crois, souffrons, me semble-t-il. Et il est vrai, comme dit François Sermet, en fait, il trouve des solutions. Et puis, face à ce qui est notre destin à tous, face à cette finitude qui nous attend, eh bien, il résiste. Et il résiste, je trouve, de manière symbolique, poétique. Vous savez, il y a toujours cette phrase qui me revient de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss qui disait « L'un des grands malaises de notre société, de nos civilisations, donc occidentales, c'est d'avoir séparé nettement l'ordre du rationnel de l'ordre du poétique. Alors que dans les civilisations dites primitives, eh bien, tout cela est mêlé. Et je crois, au fond, que c'est le grand trésor qu'ils ont, en fait, au plus profond d'eux-mêmes, que ce soit Marc Moret et Michel Nedjar, c'est de faire interpénétrer ces différents moyens de percevoir le monde. On voit par exemple que quand on fréquente Marc Moret, je le connais bien, eh bien, on se rend compte en fait que ses œuvres, eh bien, elles font partie de sa vie, tout comme la nature, tout comme les animaux desquels il prend soin, tout comme la ferme dans laquelle il vit. En fait, tout cela est un tout. Vous
Vous voyez, c'est ça, je trouve, la force aussi de ces personnes, c'est d'intégrer leur création symbolique, artistique, à leur vie, même leur quotidien. D'ailleurs, Marc Moret a beaucoup de mal à se séparer de ses œuvres, hein. Ça lui fait un peu du mal quand elles sont exposées. Ça lui fait du mal, elle lui manque, mais à la fois, il le dit dans le reportage, il dit d'ailleurs, je trouve extraordinaire cette phrase, il dit « Il faut que j'apprenne à désapprendre la vie », parce qu'il doit se séparer de ses phrases. Mais je crois que les plus grands poètes devraient être jaloux d'une phrase pareille. Je trouve ça splendide. Je trouve que Marc Moret est à la fois un poète, c'est un sage, c'est un chaman. Je trouve que ces deux créateurs-là nous enseignent la vie, nous enseignent aussi une sorte de philosophie. Comme l'a dit François, il trouve une solution, mais une solution d'une très haute valeur résistante, symbolique et poétique. Vous aviez envie de réagir, François? Oui, je pense qu'il trouve une solution, mais cette solution se trouve aussi. C'est-à-dire, il y a quelque chose de tout à fait mystérieux, parce qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment comme un créateur, les agents de leur création, mais en même temps que cette création les crée. Nedjar dit « ces poupées m'ont créé ». C'est-à-dire, il renverse la perspective. Ce n'est pas lui qui a créé les poupées, c'est les poupées qui l'ont créé. Et comme si, au fond, l'humain était plongé dans un monde qu'il ne comprend pas forcément, qu'il y a une sorte de détresse, et puis que l'acte artistique, l'acte créateur, je crois que c'est Anselme Kiefer qui dit « l'artiste jette un grappin vers l'impossible, vers le réel. Et parfois, le réel répond. » Et on a l'impression que là, ils ont constitué un jour un acte qui était peut-être même contingent, et que cet acte les constitue. D'où ils ont de la peine à se séparer. Parce que Moret dit, ils disent des choses très précises. C'est comme des penseurs. À mon avis, il faudrait prendre des notes et lire des petites fiches où on lirait ce qu'ils disent. Parce qu'on ne peut pas broder, c'est le cas de le dire, sur ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que lui-même a une construction qu'il constitue. Les deux ont des constructions qu'il constitue. Puis Moret est espiègle. Il a le grand-père qu'il respecte énormément, mais il démonte le lit du grand-père. Ensuite, il prend les affaires de la mère, qui est là, qui le sauve, cette mère. À un certain moment, il dit qu'il l'a convoquée, mais il prend les aiguilles, les fermetures éclairs, il les tord, il les défait, il les déforme pour leur donner une forme. Et en même temps, ça le constitue. Et Nedjar aussi est constitué par ses œuvres. Et je trouve que ce renversement est étonnant. Ça veut dire que dans l'acte artistique n'est pas seulement un projet où on se projette dans une œuvre, mais c'est l'œuvre elle-même qui nous sauve, qui nous constitue, qui nous indique une voie. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est de voir qu'en fait, il crée avec des choses extrêmement simples, des moyens extrêmement modestes. C'est l'humilité des matériaux, mais vraiment dans toute sa splendeur, justement, parce qu'il voit la splendeur dans des choses qui sont 3 fois rien. Et avec ce 3 fois rien, ils font le tout. Marc Moret utilise des débris, des déchets, tout comme Nedjar d'ailleurs, et il crée, Marc Moret, des collages, des objets, des œuvres que l'on pourrait voir d'ailleurs comme des reliquaires, ses propres reliquaires à usage personnel, strictement privé. Ce sont des supports de méditation, des supports de prière, des supports de... C'est une manière d'entrer en relation avec l'au-delà. Il crée un lien entre l'ici-bas et l'au-delà, oui, l'un et l'autre. Mais ça veut dire que les deux prennent des objets très simples, font des actes qui ont peut-être des grandes résonances dans la culture, mais les deux indiquent un au-delà. Ils s'adressent à un au-delà. Quand Nedjar dit que ces poupées lui ont fait descendre dans l'origine du temps, l'origine de la vie, l'origine du monde, on est avec lui. Et que cette descente dans l'origine a failli le perdre. Il fait une expérience mystique, en fait, en réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des objets, il sauve des objets. Comme il dit, il prend des petits bouts de tissu
pour emballer un Polaroid. À la fois, il sauve le Polaroid, il le fait échapper au temps, et en même temps, il prend ce petit bout de tissu qui est là, abandonné, à qui il donne une mission. Et au fond, il y a une révélation d'un au-delà. Il y a une dimension absolument saisissante. C'est-à-dire, au plus simple des objets et des actes, il y a un au-delà qui s'ouvre. Est-ce que c'est peut-être cette charge mystique, en quelque sorte, en tout cas ceux dont ils investissent leurs objets, qui nous touchent? Parce que honnêtement, ces objets, ces œuvres, elles sont pas belles. Enfin, esthétiquement parlant, Il le dit d'ailleurs, il le dit. Moret, il dit c'est pas beau. Absolument. Et Ça c'est peut voulu, être même, c'est voulu. oui, ça peut même paraître un peu repoussant. C'est des déchets, comme vous dites. Et pourtant, on est touché. Alors, comment l'expliquer? Justement, moi, ça me semble très intéressant. Beaucoup de gens qui ont visité des expositions dans lesquelles figuraient ces œuvres disaient d'ailleurs que ça les dégoûtait même parfois. Et moi, je trouve précisément intéressant de s'interroger sur ce dégoût, sur cette répulsion, sur ce sentiment très fort. Parce qu'en fait, pourquoi la première question est pourquoi est-ce qu'on a les frissons? Pourquoi est-ce que cela nous dégoûte? Pourquoi est-ce qu'on a le souffle coupé? Je crois, premièrement, qu'il faut qu'on se rende compte qu'on réagit avec le corps. Et pourquoi est-ce qu'on réagit si fortement avec le corps? Moi, j'ai l'impression que ces œuvres emmêlent du fil, de la ficelle, des cordelettes, qu'il y a des points de couture, l'un et l'autre utilisent le textile, l'un et l'autre utilisent des fibres, quelles qu'elles soient. Et en fait, on se rend compte peut-être que nous-mêmes, êtres humains, nous tous, femmes et hommes, sommes aussi faits d'une enveloppe, de couches, de derme, d'épiderme, et à l'intérieur, dans un espace circonscrit dans notre corps, nous avons des veines, des artères, des muscles, des nœuds d'ailleurs. Nous sommes aussi faits de tout un réseau de fibres. Et puis, ça va peut-être aussi plus loin. J'ai l'impression que dans toute aventure humaine, eh bien, la plupart du temps, dès la naissance, le petit poupon, le petit bébé est accueilli dès ses premières minutes de vie par un tissu. Très vite, on emballe l'enfant dans un tissu. D'ailleurs, ça remonte à l'Antiquité. Les langes étaient faits avec des tissus. Et puis, à la fin de la vie, très souvent, on emballe le corps du défunt dans un linceul, ou même parfois avec des bandelettes chez les Égyptiens. Je crois que c'est comme si, au fait, dans les deux extrêmes de notre existence, dans la naissance et dans la mort, comme dans l'abscisse et l'ordonnée de toute trame, de l'existence même, eh bien, il y a ce tissu que l'on retrouve aussi chez Marc Moret et chez Michel Nedjar. C'est étonnant quand même. Mais il y a le tissu, mais il y a aussi la détresse. On pourrait dire que les deux ont un discours de détresse extrêmement émouvant par rapport à la mort, par rapport à l'existence, par rapport au non-sens. Et au fond, on peut dire que l'humain tombe dans un monde déjà là. Il doit faire quelque chose avec ce monde déjà là. Il a une origine, il est pris dans un destin de finitude. Il faut trouver un sens, construire quelque chose, emballer, effectivement, comme ça vient d'être dit, emballer dans des tissus, fabriquer des objets, mais au fond, c'est le rapport à cette détresse. Alors au fond, par rapport à la détresse, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut boucher la détresse avec des certitudes, avec des idéologies, avec des convictions. On peut rejeter la détresse, rejeter le non-sens, l'écarter complètement, ou alors, comme les deux, le mettre au centre de sa vie et d'en faire autre chose. Et là, les deux me semblent frappants parce qu'ils traitent le non-sens, ils traitent le désespoir, ils traitent la détresse, ils lui donnent un destin même au-delà d'eux-mêmes, qui me paraît tout à fait surprenant dans ces deux positions. C'est ça qui, à mon avis, nous touche et fait qu'on est capté par leurs œuvres. C'est intéressant parce que ça rejoint ce que vous disiez au début, c'est-à-dire reprendre cette question de la solution au non-sens, à la détresse dont vous parlez, qu'ils ont trouvé dans l'art. Mais je vous entendais dans une autre émission dire qu'aujourd'hui, l'art brut a un peu déserté les hôpitaux psychiatriques. Il y a de moins en moins de patients psychiatriques qui transcendent leur souffrance dans l'art brut parce qu'il y a des médicaments qui calment les angoisses. Et
est-ce que, enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, mais est-ce qu'on peut trouver, est-ce que finalement il n'y a pas une perte aussi de sens à donner à la souffrance? Enfin, est-ce que les médicaments peuvent avoir le même effet finalement que l'art? Écoutez, je pense que par rapport à la souffrance des humains, il faut trouver, nous aussi, des solutions, et que la psychiatrie a essayé et essaye de trouver les meilleures solutions possibles. C'est vrai que trouver les solutions qu'on met depuis l'extérieur ne devrait pas enlever l'espace pour les solutions que le sujet lui-même va créer. Alors, historiquement, par exemple, on considérait que le délire était une tentative de guérison. Freud parlait du délire comme tentative de guérison, mais ce n'est pas le seul. Plusieurs psychiatres, dans l'époque du 19e siècle, avaient cette idée que quelqu'un doit construire avec des représentations, avec du langage, tout un édifice pour, au fond, colmater cette détresse, la traiter, lui donner un destin. Et peut-être que, effectivement, la créativité des patients a été très importante à un certain moment de la psychiatrie pour leur permettre de trouver une issue, que peut-être c'est une dimension qui doit être retrouvée. Peut-être que dans la psychiatrie, on oublie des solutions que la psychiatrie avait trouvées, c'est-à-dire de faire référence aux solutions des patients eux-mêmes. Je laisse Lucienne Perry conclure. Mais moi, en fait, je pense qu'il est vraiment très important de souligner le fait que ni Marc Moret, ni Michel Nedjar n'ont de problèmes psychiatriques. Tout à fait. Et que l'art brut, ça n'est vraiment pas l'art des patients psychiatriques et l'art des fous. Vraiment Non. pas. Il y en a certains. Dire que l'art mais... brut, elle est aussi, elle est au-delà de son lien avec la question de la folie ou de la psychiatrie. Alors, on termine pour dire ce que l'art brut n'est pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.